Bonjour à tous et bienvenue au Dazibao, le podcast qui vulgarise la recherche en Sciences Po. Je m'appelle Marjolaine et 2 fois par mois, je recevrai des jeunes docteurs ainsi que des étudiants en master et en doctorat pour parler de leur sujet de recherche en sciences politiques. Vous le verrez, nous sommes ici sur un champ d'études plutôt vaste, alors à la fin de chaque épisode, sur le site du Dazibao, vous retrouverez un résumé avec les points clés de chaque discussion, quelques définitions complémentaires et une petite bibliographie pour les plus aventureux d'entre vous. Et maintenant, sans plus attendre, place à l'épisode. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue au Dazibao, le podcast qui vulgarise la recherche en Sciences Po. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Alice Poncet. Coucou Alice. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui dans cette capsule pour parler de ton mémoire de Master 1 en sciences politiques réalisé dans le cadre du séminaire Genre et sexualité, approche historique. Donc ton mémoire s'appelle Misère sexuelle, analyse d'une notion controversée de 1966 à nos jours. Et tu as réalisé ce mémoire sous la direction du professeur Emmanuel Retailleau. Et bien évidemment, si c'est un mémoire de Master 1, ça veut dire que tu as obtenu pour cet excellent travail le prix du mémoire 2025 de Sciences Po Lyon. Bravo, bravo. Merci. Donc c'était il y a quelques semaines que l'annonce a été faite sur les réseaux sociaux de Sciences Po Lyon et directement j'ai sauté sur l'occasion. Voilà, donc la question traditionnelle que je pose à tous les gens qui viennent sur le Dazibao. Pourquoi les sciences politiques et puis surtout, comment t'en es arrivé à travailler sur cette notion de misère sexuelle. C'est un peu original quand même, on va pas se mentir. Ouais. Ok. Alors, pourquoi Sciences Po j'ai préparé les concours IEP du coup en première année de prépa littéraire. D'accord, ah ouais. Voilà, j'avais le projet de... Enfin, j'avais un attrait pour les sciences sociales, donc ça me paraissait être le bon compromis, quoi. Ouais. D'autant plus que c'est quand même un cursus pas trop cloisonné, dans le sens où tu peux faire plein de choses, quoi. Voilà. Tu touches un peu à tout, à l'histoire, à la science politique, à la socio, et je pense que du coup c'était un peu le bon plan quand t'as pas envie de t'enfermer dans quelque chose de trop spécifique non plus. Ouais. Voilà, et puis oui, une curiosité pour tout ce qui est questions sociales, le féminisme évidemment aussi, et c'est vrai que je m'y retrouvais à Sciences Po, quoi. Ok. Donc voilà, et ensuite... Et la prépa, t'as bien vécu cette période? C'était cool ou c'est un peu hardcore quand même? Ouais, c'est pas le meilleur moment de ma vie, mais, mais oui, non, après, on apprend des choses, mais c'est vrai qu'à 18 ans, c'est pas le moment où t'es non plus mature, donc c'est vrai que c'est quand même compliqué. Mais bon, ça s'est passé. Ça s'est fait. Mais, et t'étais à Lyon déjà ou Ouais, d'accord. Ouais. Et t'as passé combien de concours J'avais passé le concours commun aux IEP. Ok, d'accord. Voilà. Qui prépare à Paris aussi ou... Non, c'est que les IEP provinces. De province. Ok. Ouais, parce que c'est post-bac du coup, sinon d'accord. tu peux pas postuler à Paris un an après le bac en fait. D'accord, ok. Voilà. Spécificité parisienne. Voilà, c'est exactement. toujours à faire les choses à n'importe. Ils sont différents. Voilà, ils sont différents, on le sait. Quand on les rencontre, on le sait. Je les embête parce que j'en ai beaucoup qui viennent ici, donc je vous aime bien. Ne le prenez pas mal. Ok, donc tu passes ce concours, tu l'as. Voilà. Donc voilà. Et au début, c'est socle commun, non? La licence, y a pas trop, tu peux pas te spécialiser dans des choses... tu peux te spécialiser dans des aires géographiques. Ouais. Donc, et puis c'est facultatif, mais du coup, moi j'avais fait sur l'Asie extrême orientale. Bon, ça n'a pas spécialement à voir avec ce que je fais maintenant, mais c'était intéressant. Mais en tout cas, au début de Sciences Po, je pensais pas être à un moment intéressée par la recherche. D'accord. C'est venu beaucoup plus tard, enfin c'est venu en M1 en fait, il y a un an. Ok. Très honnêtement. Et c'est vrai que je voyais un peu ça comme un truc un peu poussiéreux, quoi, enfin un peu abstrait, et je pensais pas que finalement ça allait me plaire. Mais tu savais quand même que ultimement, si t'allais jusqu'au Master 2, t'aurais quand même un petit mémoire, enfin un petit gros petit mémoire au moins en Master 2. Oui, mais je pensais pas forcément au début, quoi. En tout cas, je pensais pas que l'exercice allait me plaire. D'accord, c'est sûr. Oui. Et c'est vrai que du coup, c'est en M1, donc dans ce séminaire là dont tu as parlé, genre et sexualité, approche historique, que notamment en découvrant toute la méthode de recherche historique, que j'ai eu un coup de cœur, quoi. Et voilà. Et sinon, plus précisément sur pourquoi ce sujet, j'avais beaucoup envie de travailler sur un sujet en rapport avec l'antiféminisme et le masculinisme.
voilà, un peu par curiosité personnelle. Ouais. Et aussi parce que, enfin, sans donner trop non plus d'explications alambiquées, mais j'avais rencontré quelqu'un qui adhérait, on va dire, à certaines de ces théories et de ces idéologies. Et c'est vrai que... Un homme ou une femme charmante? Un homme charmant. Ouais. Non, mais et c'est vrai que du coup, c'est marquant et t'as aussi envie de comprendre aussi pourquoi aussi. D'où ça vient. Voilà. Bon, enfin, c'est pas c'est pour cette raison, mais en tout cas... Déjà, ça t'avait mis un point d'interrogation dans ta tête. Voilà, exactement. Forcément, quand tu rencontres des gens qui ont des formats de pensée, des formes de pensée tellement extrêmes, qui sont éloignées des tiennes, que tu penses, juste titre ou pas, être la bonne voie, forcément, ça plante une graine dans ton esprit et tu te dis... tu sais, moi, ça me fait ça en ce moment avec toutes les interviews... du côté d'Israël et tout ça, avec tous les discours hyper limite enfin c'est pas limite mais c'est génocidaire, où tu dis comment on peut être de part et d'autre de l'humanité, tu vois. Donc tu vois, comment c'est mon sujet, ça c'est bizarre quand même les gens. Non mais c'est vrai que ça peut faire un shift quoi. Donc j'avais ce projet de travailler sur l'antiféminisme, mais dans quand même un devoir académique un peu plus long, tu vois. Le mémoire de M1 s'y prêtait pas mal, donc c'était l'occasion. Et ensuite, pourquoi sur la notion de misère sexuelle ? Bon, comme beaucoup de monde, j'en ai entendu parler surtout sur les réseaux sociaux, dans ces discours masculinistes, etc. Et puis en fait, au fil de lecture, un petit peu au hasard... je me suis rendu compte que c'était une notion qui avait une histoire relativement longue et qu'en fait elle était mobilisée notamment au moment de la révolution sexuelle de mai 68 et que et dans un contexte complètement différent. Et en fait ça m'a interpellée parce que je me suis dit comment on passe de ce que c'est aujourd'hui, enfin de ce que c'était avant à ce qu'on en fait aujourd'hui. Et je me suis dit d'un point de vue historique qu'il y a un truc à faire qui peut être intéressant quoi. Et justement la misère sexuelle, enfin tu le dis dans ton mémoire, c'est une notion qui est très difficile à définir. Mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que tu dirais, toi, pour nos auditeurs qui se disent... Alors, misère sexuelle, c'est peut-être Bon, tu as prononcé le mot masculinisme aussi, donc bon, on voit un petit peu où on s'en va. Mais comment tu définirais, toi, cette notion de misère sexuelle ? Je pense que, justement, c'est important de rappeler que c'est une notion qui est mouvante et qui peut s'adapter à des contenus très différents. Ok. Tu dirais à chaque époque une définition ? Ouais, et à chaque situation aussi. Ah oui, à chaque acteur et à chaque époque une définition, ok. Et du coup, c'est aussi pour ça que moi je m'intéresse, enfin pour mon mémoire, je me suis intéressée à l'histoire des concepts de Quentin Skinner, parce que justement, c'est en allant très très vite, ça part du principe que un concept en dit moins sur l'idée qu'il veut exprimer que sur le contexte dans lequel il est produit. Et c'est vrai que pour la notion de misère sexuelle, c'est un peu ça. Lui, à son époque, il parlait par exemple du concept de liberté. Et à quel point c'était différent, par exemple, entre Rousseau, entre Locke, etc. Et voilà, du coup, je me suis dit, ça fait sens avec moi, ce que je veux travailler. C'est-à-dire qu'à une même époque, deux personnes différentes vont avoir une notion, une définition complètement différente en fonction de quelle, je sais pas, zone de pensée, zone politique, etc. Contexte intellectuel du pays aussi, religieux, voilà, donc ça peut être... Et du coup, y a des chercheurs qui ont proposé, on va dire, des définitions de la notion de misère sexuelle. Par exemple, Alain Gilamy, qui est psychosociologue, lui, après c'est dans un article qui date un peu, quand même des années 2000, donc on n'utilise plus trop cette notion. C'est trop vieux. C'était il y a 20 ans quand même. Oui, s'il te plaît, ne sois pas désagréable, s'il te plaît. Excuse-moi. Mais oui, c'est une notion qui est quand même plus utilisée dans la recherche, ça c'est sûr, mais en tout cas, lui, à son époque, il considérait que c'était une carence de vie sexuelle non reproductive. Ok. Donc c'est une définition qui est relativement simple, assez large. À qui dit ce que c'est en fait. Voilà, si tu te situes dedans ou pas. Oui, ok. Mais ce que je me suis rendu compte au fur et à mesure de mes recherches, et notamment en m'intéressant à des discussions sur un forum, donc qui est un forum, alors c'est pas un forum incel spécifiquement, non, c'est mais disons que c'est des thématiques, des membres qui vont mobiliser ces thématiques, ces théories, etc. Donc c'est pour ça que je me suis intéressée. Et c'est vrai que eux, leur manière de définir la misère sexuelle dépend en fait très souvent de leur vécu et de leurs référents à eux en fait en termes de sexualité. C'est-à-dire que ça peut aller un peu du tout au tout. Il y en a qui vont dire que être en misère sexuelle, c'est quand tu restes vierge toute ta vie. Ok. Donc c'est là c'est le... Voilà.
quel niveau. Et puis il y en a d'autres qui vont dire moi je suis en couple, voilà, j'ai une copine, mais vu que je ne choisis pas le rythme de mes rapports sexuels, et je suis aussi en misère sexuelle. Je suis soumis à la libido de ma femme, et puis surtout à son consentement. Non, mais optionnellement, voilà. On peut le signifier quand même. Voilà, donc ça serait... Ok, d'accord. Il le voit comme une misère sexuelle, ok. Et voilà, il y en a d'autres qui vont jusqu'à donner des définitions ultra détaillées du style, en fait, c'est quand tu peux pas avoir au moins 2 relations sexuelles dans le mois avec une femme différente qui te plaît un minimum, et surtout ça ne peut pas être une relation sexuelle tarifée parce que dans ce cas là ça compte pas. Donc en fait voilà, ça dépend vraiment de ce que eux attendent. D'accord, ok. Et du coup voilà, je pense que c'était important de rappeler que cette notion n'a pas vraiment de définition, mais ce qui est vraiment important c'est justement comment la personne qui fait usage de cette notion se situe par rapport à elle. Et dans tous les cas, la première définition que tu nous as donnée, la carence sexuelle, en gros, c'est sans donner trop de bornes, de fréquence, de durée, de diversité des femmes, etc. En gros, on s'approche un petit peu de ce que c'est un petit peu en son... C'est peut-être le plus précis, on va dire. Je dirais que c'est quand même un peu daté comme définition. Et puis parce qu'il y a aussi des notions de plaisir, parce qu'une sexualité non reproductive c'est pas forcément une sexualité. Ah non, justement pas, je parlais pas du mot reproductif, mais plus carence de quelque chose, tu vois, de l'acte ou non. Je pense que oui, enfin voilà, je préfère pas poser de définition là-dessus, et au contraire pour conserver cet enjeu de justement ça dépend de qui on parle. Voilà. Ok. Et donc t'expliques, et tu l'as dit en introduction, que c'est une notion qui existait bien évidemment en mai 68. Qu'est-ce que c'était justement? Est-ce que tu peux nous faire une petite chronologie, on va dire, une petite définition de comment existait le concept justement avant mai 68 et comment il a évolué à partir de cette période? En effet, j'ai repéré, on va dire, des occurrences de ce terme-là. Spécifique, misère sexuelle, ou quelque chose qui peut vraiment le terme de misère sexuelle dans la littérature, sur un outil d'analyse textuelle qui s'appelle Ngram Viewerverse. Voilà. Bon, peu importe. C'est pas, disons, un outil qui est extrêmement précis, mais ça permet au moins de voir des tendances, et c'est pour ça que c'est intéressant. Mais en tout cas, on peut observer des premières occurrences à la fin du 19e siècle. Surtout dans des ouvrages médicaux. Voilà, dans un contexte justement du mouvement hygiéniste, donc qui s'intéresse surtout au phénomène d'urbanisation, de mouvement des populations en fait, et puis tout ce qui est les questions de maladies vénériennes, etc. Donc c'est un petit peu dans ce contexte-là qu'il y a les premières occurrences. Après ça restait vraiment à la marge. Et ensuite, justement quand tu regardes les occurrences, il y a vraiment un boom à la fin des années 60. Et un peu une espèce de croissance exponentielle pendant les années 70, 80. Et en fait, justement, à ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est que y a les ouvrages en fait, d'un penseur qui s'appelle Wilhelm Reich, qui ont été traduits en France pour la première fois. Et je vais peut-être faire un petit étude sur qui était ce cher personnage. Et pourquoi ça fait un boom aussi dans les années 60 bien sûr. Donc juste pour revenir un peu sur lui, donc c'est un psychanalyste, un des héritiers de Freud, et qui était aussi un militant communiste. Et donc autrichien aussi, à préciser. Et donc il a cherché à faire une sorte de synthèse entre marxisme et psychanalyse. Et en fait c'est lui qui a plus ou moins jeté les fondements théoriques de la révolution sexuelle, en considérant que en fait, la misère sexuelle c'était une dimension importante de la domination de classe et de la domination bourgeoise. Et qu'en gros les normes bourgeoises, par exemple l'interdiction du sexe préconjugal ou extra-conjugal, l'interdiction de la masturbation, de la contraception, toutes ces choses, c'était, ça répondait à des règles puritaines, bourgeoises, qui servaient en fait aussi à, entre guillemets, aliéner les masses, quoi. Parce que rappelons quand même que c'était un psychanalyste et qu'il avait aussi ce prisme de pensée, bien sûr. Et donc pour lui, en fait, la révolution sexuelle, la libération sexuelle, c'est une dimension ultra importante d'une révolution plus large, d'une révolution socialiste. Et donc voilà, donc c'est un peu son idée qui développe surtout dans les années 20, les années 30. Ah oui, donc avant, voilà. Et nous, en fait, en France, du coup, on découvre ces théories plus tard, donc même bien plus tard, 30 ans à peu près
après ses premiers ouvrages. Si je te comprends bien, en fait, toutes ces normes qui encadrent la conduite intime, on va dire, lui, il les réfute en appelant à leur effacement pour libérer les corps plus du tout en fonction de normes religieuses. C'est ça en fait. Religieuses et aussi bourgeoises, l'idée de ça, la famille. La famille Oui, donc c'est vraiment oui, ça a dû, tu sais, dans les années 20, 30, comment c'est reçu, c'est parce que c'est quand même un peu oui, olé quoi. Disons qu'il crée aussi une association à ce moment-là, il se contente pas d'écrire ses livres dans son coin et du coup il crée une association pour faire connaître ses thèses et tout ça et les diffuser, j'imagine bien, qui s'appelle Sexpol et qui regroupe plusieurs dizaines de milliers d'adhérents à ce moment-là, donc il y a quand même une curiosité pour ce qu'il propose. D'accord. Et puis aussi rappelons qu'en Allemagne ils étaient un peu plus en avance que nous en France sur tout ce qui était justement la réforme sexuelle, etc. D'accord. Parce qu'il y a quand même les premiers sexologues qui disons que les plus importants, on pense par exemple à Magnus Hirschfeld par exemple, qui arrive beaucoup plus tôt en fait à penser la sexualité que nous en France. D'accord. Donc c'est vrai que lui il est reçu quand même je pense plus facilement et plus tôt à ce moment-là. Bon après dans les années 30 le nazisme, voilà. On va dire que ça met un petit stop, un cran d'arrêt. Il s'exile aux États-Unis et voilà. Ok, très bien. Et dans les années 60 on se dit tiens, qu'est-ce que c'est que ces livres avec cette association, qu'est-ce qu'il dit là-dedans, voilà. C'est intéressant. C'est sympa. Ouais, complètement. En fait à ce moment-là, dans les années, à la fin des années 60, c'est un peu un moment de remise en cause du marxisme. Et donc il y a des intellectuels qui se revendiquent du marxisme hétérodoxe qui vont justement s'intéresser un peu à ces écrits parce que Wilhelm Reich était un des premiers à penser, on va dire, la domination capitaliste non pas que dans le travail et dans la sphère productive, mais aussi dans la vie privée des gens. Et ça, c'est quelque chose qui résonne beaucoup à ce moment-là, chez nous dans les années 60, avec tout ce moment de politiser la vie quotidienne, et notamment les questions de sexualité. Et c'est pour ça qu'en fait, ce que Wilhelm Reich a écrit il y a 30 ans, ça va vraiment... un écho. Ça va avoir un écho, ça va proposer une grille d'analyse vraiment intéressante pour du coup un certain nombre d'intellectuels à ce moment-là. Et qui reprend, et qui a un petit leader qui se fait le porte-parole, le porte-voix de... ou non, ils sont plusieurs. Ils sont plusieurs et c'est assez hétérogène. Moi, je me suis intéressée surtout aux intellectuels autour de la revue Partisan. D'accord. Qui est une revue de la gauche révolutionnaire. D'accord. Et notamment autour de François Maspero, Boris Frankl et Jean-Marie Brom. D'accord. Et puis, il y a aussi le mouvement situationniste qui s'y intéresse, notamment Mustapha Rayati et Raoul Vaneigem. C'est quoi le mouvement situationniste ? C'est aussi un mouvement révolutionnaire alternatif, plutôt anarchiste, qui à cette période a aussi cette ambition de politiser la vie quotidienne. D'accord. Et voilà. Donc moi, du coup, je me suis surtout intéressée à cette revue Partisan. Que j'ai pu consulter. Elle publie un numéro assez important en 1966 qui s'appelle Sexualité et répression et qui va vraiment donc proposer les premières traductions de Reich déjà, de manière un peu illégale, mais bon, peu importe. Illégale, sans lui demander les droits, tout ça. Il y a quand même des fonds et tout, et bon voilà, mais ça se fait quand même. Et puis, et du coup, ils vont s'interroger justement sur cette idée de misère sexuelle et ils se posent la question en ces termes, est-ce qu'on peut politiser la misère sexuelle de la même manière qu'on politise la misère économique ? Parce qu'ils voient vraiment ça comme un levier politique pour faire prendre conscience en fait des gens des tabous, de leurs problèmes sexuels, mais non pas d'un point de vue vraiment médical, mais au contraire le transformer un peu comme un conflit entre l'individu et la société, comme quelque chose de collectif. D'accord. Et donc quelque chose de révolutionnaire. Voilà. En changeant les pratiques et en permettant aux gens, comme on avait vu dans les années 30, de se libérer de ces carcans, etc. qui traînaient. Exactement, et en particulier les groupes les plus dominés, donc eux ils s'intéressent surtout à la jeunesse, aux classes ouvrières et aussi dans une certaine mesure aux femmes. Et ils s'attaquent, est-ce qu'il y a des aspects précis de la misère sexuelle qui les intéressent ? Ou c'est une espèce de tentative de révolution globale de la vie intime des Français ? C'est les deux en même temps, évidemment qu'ils s'intéressent aussi à des dimensions vraiment précises. Ils s'intéressent par exemple aux questions de prostitution,
de grossesse adolescente. Enfin, tu vois, oui, il y a aussi des choses très précises, oui. aussi des questions de contraception. Enfin, voilà, mais c'est aussi un cadre théorique et politique plus large sur la révolution sexuelle. Il y a un écho dans la classe politique, dans les gens qui entourent. Comment c'est reçu cette... Alors, je n'ai pas forcément une idée de comment c'est reçu dans la classe politique. Mais s'il y a des critiques qui émergent de leur... Avant qu'il y ait des critiques, disons qu'ils ont quand même cherché à diffuser un peu ces thèses, pas seulement dans leur petite revue entre intellectuels. Plus largement. Voilà. Dans l'entre-soi. Oui, parce que c'est pas toujours accessible pour tout le monde. Ouais. Mais il y en a certains, et notamment Boris Frankel, qui vont essayer de diffuser ces thèses dans le milieu étudiant. Et lui, par exemple, il va organiser une conférence à Nanterre en 67 qui s'appelle Jeunesse et Révolution, et où justement il va parler de Wilhelm Reich, distribuer aussi sa bibliographie, puis aussi d'autres penseurs, parce qu'il n'y avait pas que Wilhelm Reich au moment de mai 68 et de la politisation des questions sexuelles. Il y a aussi Marcuse, Engels, etc. Et donc on voit aussi des phénomènes de circulation entre des sphères intellectuelles et puis les milieux militants qui vont s'approprier ces thèses et aussi les revendiquer à leur niveau dans les revendications notamment de mai 68. Voilà. Et c'est que des... Parce que tu parles beaucoup de garçons. Oui. Est-ce qu'il y a des femmes... je pense au mouvement des féministes. Il y avait des femmes qui connaissaient ces thèses de Wilhelm Reich. Oui, qui s'en sont saisies en même temps ou après, ou comment elles ont réagi, ces mouvements en particulier. Ouais, non, elles s'en saisissent pas. Non. non. Au contraire, il y a même très vite une critique féministe, en fait, de cette notion de misère sexuelle, et notamment son caractère instrumental, parce que comme je t'ai dit, c'est vraiment vu par ces intellectuels comme un levier politique. Il faut l'instrumentaliser pour politiser les masses, et ça, c'est quelque chose qu'elles vont critiquer, notamment parce qu'elles contestent aussi toute l'idée que la misère sexuelle produit aussi des comportements sexuels violents et déviants. Et ça, c'est quelque chose qu'elle refuse, parce qu'elle voit ça comme aussi une manière de... déjà de ne pas comprendre le vécu de la victime, mais surtout celui de l'agresseur, sur ses raisons à lui de pourquoi il a agressé. Et puis... ça justifierait, en fait, et ça entretiendrait comme une culture du viol ou quelque chose comme ça. Voilà, d'une certaine façon. Pas employé sous ces termes, mais en gros... Et en fait, c'est parce que aussi, dans le féminisme de la seconde vague, notamment porté par le mouvement de libération des femmes, etc., à partir d'à peu près 1975, commence ce qu'on a appelé la lutte anti-viol, la lutte féministe contre le viol. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément en tête. Quand on pense au MLF aux années 70, on pense surtout à l'IVG, ce genre de questions. Mais c'est vrai qu'il y avait aussi une vraie lutte pour ces questions des violences sexuelles, notamment parce que c'est une période où il y a eu des procès très importants. Retentissants, Ouais, voilà, exactement. Par exemple, le procès d'Aix-en-Provence. Parce qu'il y avait une difficulté à faire reconnaître le viol comme un crime à part entière, et pour être jugé en fait en tant que tel. Donc déjà, d'une part, il y a ce mouvement des procès. Et parallèlement, elles vont aussi commencer à développer un cadre théorique, une réflexion féministe sur les questions de viol, justement parce que elles n'acceptent pas cette vision, on va dire, marxiste des viols et des violences sexuelles qui seraient commis par la misère sexuelle. Voilà, et donc elles vont... Parce qu'en gros, pour que les auditeurs comprennent bien, quel est le problème ? Qu'est-ce que la notion de misère sexuelle induit vis-à-vis du viol et des agressions sexuelles et des comportements des hommes vis-à-vis, en gros? C'est toute l'idée en fait de pulsion et de besoins sexuels. Donc en gros, ils seraient plongés dans tellement de frustration que en ça gros crée des violences. L'existence même de cette de misère sexuelle, de mise en misère des hommes amoindrirait leur responsabilité dans la commission de crimes. D'accord. Et surtout que le problème ce serait pas tant le viol, mais le fait qu'il y ait des gens qui ne puissent pas exprimer leur désir sexuel comme ils le souhaitent. D'accord. Voilà. Ça devrait être un droit, genre, de pouvoir exprimer sans prendre en compte le consentement de la personne en face, quoi. C'est pas encore vraiment conçu comme ça, mais ça a vraiment, je dirais, une visée assez universaliste à ce moment-là, où on considère vraiment la sexualité, comme je t'ai dit, comme un besoin, une pulsion,
Donc un droit, quoi. Oui, et puis surtout, c'est vraiment appréhendé d'un point de vue masculin, qui ne comprend pas du coup aussi prend pas en compte spécificités aussi de la sexualité. Et puis oui, la côté de la femme qui doit bien être consentante. Exactement. Pour qu'il y ait un acte, et puis l'acte sexuel n'est vécu que et puis, pénétratif et à deux, alors que... Bon, il y a d'autres choses. Maintenant, on le sait parce qu'on a peut-être évolué au niveau de la sexualité. On n'est plus dans les années 60, dans les années 20 et 30, encore moins. Donc voilà. C'est ça. Et c'est vrai que c'était important, justement, pour les féministes, de développer un autre cadre où on dit que les agressions ne sont pas commises par des hommes qui seraient en manque, ou en besoin de sexualité, mais par tous les hommes, en fait. Et peu importe leur classe, peu importe aussi leur race, entre guillemets, et peu importe leurs besoins, parce que c'est aussi perpétré par des hommes qui ne sont pas en misère sexuelle. Donc c'est ce qu'elle cherche à démontrer, notamment en s'appuyant sur des réflexions aussi des féministes américaines. Y a le livre de Susan Brown Miller, Against Our Will, qui est un moment important, en fait, sa traduction est importante et résonne beaucoup avec les luttes féministes en France. Et donc voilà, en fait c'est l'idée de dire que le viol est commis par la domination masculine et pas par une misère sexuelle. Et ça, pour mettre en responsabilité en fait les hommes. Exactement. Ils peuvent pas se défausser sur des excuses. Et notamment les sphères de gauche, quoi. Parce que c'est aussi ça, c'est des sphères qui sont proches, mais sur cette question-là, on sent vraiment que tu as deux systèmes idéologiques, deux systèmes de pensée qui s'affrontent et qui clashent. Est-ce que ça, au niveau politique, ça crée quelque chose de décision? Il y a une écoute, un retentissement politique, alors, disons que ça reste quand même très restreint à eux, leur milieu militant. Des discussions, bien sûr. un peu de... Disons quand même que les militantes féministes arrivent à légitimer leur système de pensée, aussi parce qu'il était un peu plus complexe. Et puis aussi en critiquant cette dimension pulsionnelle qui est aussi très essentialisante de la sexualité. L'homme est un animal. Voilà. Vous avez des pulsions, vous êtes incapable de vous contrôler. Oui, c'est vrai que ça fait un peu genre animalisation de l'humain, quoi, enfin de l'homme en l'occurrence. Voilà. Ok. Tu évoques dans ton mémoire aussi ce que tu appelles les nouveaux philosophes. C'est qui ça? C'est un troisième acteur. Oui. C'est aussi, c'est un deuxième moment, on va dire, critique de cette notion de misère sexuelle, mais pas que, aussi de la libération des mœurs, aussi de manière générale. Donc les nouveaux philosophes, ils incarnent, on va dire, la critique plutôt réactionnaire de la question. Voilà. Ah oui, donc pas du tout dans le YOLO. Alors c'est assez ambivalent, mais c'est quand même... je vais y venir, mais c'est quand même plutôt réac. Voilà. Ok. Voilà. C'est-à-dire juste pour revenir un peu sur qui étaient ces nouveaux philosophes, déjà c'est un courant de pensée qui n'est pas spécialement structuré. Tu as plusieurs auteurs qui sont classés dans ça. Voilà, exactement, Pascal André Glucksmann, un rapport avec... Ah ok, d'accord, tout à fait. Bernard-Henri Lévy, bref, tout ce beau monde qui va ensuite devenir des figures intellectuelles / médiatiques importantes dans le paysage français. Mais du coup et c'est un courant, comme je t'ai dit, qui n'est pas spécialement structuré, mais qui a en commun, on va dire, la critique du marxisme et la critique du totalitarisme, et notamment en faisant une sorte de signe égal entre le nazisme et le stalinisme. Et donc à ce moment-là, il y a vraiment un refus en fait de toute la pensée de gauche révolutionnaire. Quoi qu'elle concerne, dans tous les cas, c'est un moment de shift où le cadre de pensée marxiste est quand même assez hégémonique, et c'est quelque chose qui va peu à peu, notamment par ces courants-là, un peu être ébranlé, quoi. Ok. Moi, je me suis intéressée en particulier à un livre qui a été publié par Pascal Bruckner et Alain Finkielkraut, qui s'appelle Le Nouveau Monde Amoureux. Le Nouveau Monde Amoureux, c'est un programme. Ça a l'air romantique. Ça a l'air... Est-ce que tu as passé un bon moment? J'ai passé un très bel été, si tu veux tout savoir. On s'est marré. Bref, et du coup un livre qui paraît en 1974. Et qui a quand même connu un petit succès littéraire. C'est même le premier succès pour ces deux auteurs qui vont aussi devenir assez connus. Et en fait, dans ce livre, ils vont critiquer beaucoup de choses, mais déjà la notion de misère sexuelle en tant que telle, parce qu'ils considèrent qu'elle instaure une sorte de nouveau seuil, une limite de bonne sexualité, de bonne conduite, qui devrait être plus émancipée, plus libérée. Et donc eux, ils considèrent que finalement,
en voulant abattre les normes, et ben on recrée une autre norme. D'accord. On passe en gros du puritanisme... Du tout au rien. Du rien au tout, on va dire. Voilà, exactement. C'est ça. Au jouir sans entrave, la jouissance à tout prix et tout. Et donc il voit ça aussi comme une injonction, et surtout il critique l'idée en fait d'un projet politique qui pourrait s'appliquer à la sexualité et à l'amour. Parce que pour eux, ça vraiment, c'est une sorte d'expérience universelle qui ne peut pas être questionnée en des termes politiques, qui est vraiment proprement subjective. Ouais. Et donc, finalement, il critique l'idée même de révolution sexuelle ou sur ces questions-là. Ok. Parce que, ils ont une vision assez, on va dire, immobiliste, dans le sens où pour eux, ils préfèrent conserver l'ordre tel qu'il est, l'ordre moral, sexuel tel qu'il est, plutôt que de le voir changer. Ok, donc on revient comme aux règles de départ ou non, pas tellement. En fait, vu qu'il y a quand même du temps qui a passé. Disons que c'est pas un livre qui a une visée, qui a un projet ou qui défend politique, une autre forme de sexualité, mais en tout cas, il critique vraiment ces nouveaux enjeux sur la sexualité, sur la libération, etc. Est-ce qu'il le ramène au privé ? C'est-à-dire que c'est plus... une question qui doit être... un projet politique global un peu ouvert, on va dire, et que en fait c'est propre à chacun de mener la sexualité qu'il a, quoi. Exactement. Donc c'est effacé, misère sexuelle. Enfin, la notion de misère sexuelle, elle est mise où, du coup ça n'existe pas, Exactement, il peut pas y avoir de seuil. Et en fait, pour eux, on peut pas... vu que l'expérience amoureuse, l'expérience sexuelle, c'est forcément une expérience d'asservissement, d'inégalité, de souffrance amoureuse, c'est quelque chose qui est universel, que du coup on peut pas y répondre en des termes politiques ou en tout cas l'imputer à une sorte de misère que certains vivraient et d'autres pas. Pour eux, c'est une vision très universaliste de l'amour. Et ils parlent des agressions sexuelles, des viols, de tout ça, ou c'est quelque chose qui est expurgé de leur écrit ? Comment c'est abordé, ça ? Ils en parlent aussi. En fait, c'est assez intéressant parce que... on pourrait presque croire qu'ils ont des arguments féministes quelquefois, mais en tout cas, ils ont des intuitions des fois qui sont justes. Et notamment sur la critique déjà de la reproduction d'une norme, parce que c'est pas faux, et il y a des militantes féministes qui font aussi apparaître ça, qui le dénoncent. Mais eux, ils vont critiquer notamment la pensée de Reich, qui considère comme qui considère phallocentré, c'est-à-dire qui aurait calqué en gros la sexualité féminine sur la sexualité masculine. Ah oui, c'est la même chose. Et eux donc non seulement ils vont chercher à essentialiser en gros les différences entre les désirs sexuels des hommes et des femmes, en les considérant non pas comme des inégalités mais comme des différences naturelles, et comme faisant en fait le charme de la rencontre amoureuse. Donc pour eux, ça fait pas sens en fait tout projet d'égalitarisme entre les sexes, de libération de désir des femmes, c'est en fait plus ou moins aussi vécu comme une menace, quoi. D'accord. Voilà. Ils imaginent que si l'appétit sexuel des femmes devenait aussi fort que celui des hommes, ou en tout cas pouvait s'exprimer de la même manière que celui des hommes, ils pourraient le surpasser, quoi. Et ils ont aussi cette angoisse, qui est une angoisse misogyne. Oui, bien sûr. Voilà, donc oui, il y a une critique du phallocentrisme, etc. Et en même temps, qui passe aussi par une sorte d'idolâtrie féminine, et qui se base quand même sur des stéréotypes, quoi. Bien sûr. Et qui est très essentialisante. Parce qu'on l'a pas dit, mais c'est vrai qu'en introduction, on a parlé de masculinisme, misère sexuelle. La misère sexuelle jusqu'à présent, et on va le voir... avec un autre bon moment que tu as dû passer avec ce bon vieux Michel Houellebecq. Mais la misère sexuelle est accolée aux hommes. On parle des hommes quand on parle de misère sexuelle. Jusqu'à ce moment-là où on est... Théoriquement, ça peut l'être. C'est pas un truc qui parle de la condition masculine. D'accord. Mais ça ne l'est pas parce qu'on est quand même à un moment où les idées féministes n'ont pas encore fait leur chemin, en fait. D'accord. Et c'est pour ça qu'il y a quand même une vision qui reste universelle un petit peu. D'accord, donc c'est pas vraiment misère sexuelle, il garde les hommes qui sont dans la misère sexuelle. Non. Okay, mais en tout cas, il y a des usages genrés, ça c'est sûr. Ok. Et à l'inverse, les féministes, de leur côté, vont essayer de penser les questions de sexualité plutôt sous l'angle, on va dire, des conditions matérielles. C'est-à-dire, on a parlé des questions de violence sexuelle, mais aussi la question de la contraception, des enfants, de la maternité, tout ça, puisque c'est quand même des questions qui sont plus urgentes aussi. Et c'est vrai que ça laisse moins de place à des réflexions autour du désir, du plaisir sexuel des femmes.
Enfin, disons que c'est pas la priorité à ce moment-là de s'intéresser au plaisir. Et c'est vrai que du coup, toutes ces questions qui se sont développées dans les sphères, on va dire, gauchistes, etc., sur le plaisir, la jouissance. Pour l'instant, oui, à ce moment-là, il y a d'autres choses à gérer avant, d'autres questions à régler avant. Ouais. Et donc, du coup, Michel Houellebecq, il prend une place pas mal importante dans ton mémoire. Et du coup, pourquoi ? En quoi son œuvre apporte un changement dans la perception de la notion de misère sexuelle ? Alors là, vous avez 3 heures, les mecs, accrochez vos tutus. Non, oui, alors en fait, dans ma deuxième partie, je m'intéresse, comme tu as dit, à une sorte de basculement, de renouvellement dans non seulement l'usage du terme de misère sexuelle, mais aussi de son sens. Et voilà, donc c'est à partir des années 90, donc jusqu'à maintenant, donc pendant les années 60-70, cette notion elle est surtout, comme on l'a dit, reliée à la révolution sexuelle et dans une moindre mesure aussi aux théories de Wilhelm Reich, mais progressivement elle va un peu se détacher de, on va dire, ses origines, ses fondements révolutionnaires, pour désigner un malaise qui est davantage masculin et qui s'inscrit aussi dans un contexte spécifique de modernité. D'accord. Voilà. Et donc d'ailleurs, comme j'ai dit aussi en intro, c'est que cette histoire longue de la notion de misère sexuelle, on la connaît pas trop. Et maintenant, on l'attribue du coup surtout à cette idée de malaise masculin. Mais voilà, et c'est pour ça que c'est aussi important de savoir, de l'analyser. Et du coup, donc ce glissement du sens politique de la notion, en effet, je l'explique en partie par l'influence de Michel Houellebecq, avec donc ses succès littéraires, et en particulier les 2 premiers, donc Extension du domaine de la lutte et les particules élémentaires, avec donc ces succès-là, la thématique en fait de la frustration sexuelle et aussi de la misère sexuelle va être en fait remobilisée, mais de manière un peu différente. Et c'est quoi l'histoire vite fait de ces 2 livres en gros il n'y a pas d'histoire, enfin non mais c'est la merde. Non mais c'est pas ça, mais pour par exemple Extension du domaine de la lutte, on se concentre autour d'un personnage, donc un personnage un peu moyen, cadre moyen, qui vit un peu, qui va d'échec amoureux en échec amoureux, en divorce et tout, et voilà, en fait c'est aussi l'histoire de son rapport à cette nouvelle ce nouveau marché de la séduction, comment on s'en sert là-dedans quand on est un homme un peu moyen, pas riche, pas très beau, et à quel point c'est compliqué face à ces femmes qui sont devenues vénales et tout ça. Oui, en gros, c'est très vite, voilà. Mais du coup, c'est quand même des livres, enfin les livres de Michel Houellebecq ont connu un gros succès, donc c'est aussi pour ça que c'est un moment intéressant, parce que du coup cette thématique elle se diffuse, c'est quand même plusieurs centaines de milliers d'exemplaires qui sont vendus en France, il est traduit aussi à l'étranger, on va en faire un film, enfin en tout cas pour Extension du domaine de la lutte. Donc voilà, ça devient aussi un phénomène médiatique, Michel Houellebecq, et notamment aussi parce que il parle de cette thématique-là. Donc la notion est remobilisée, comme tu disais, Mais du coup, je vais essayer de le dire le plus clairement possible, mais il faut pas voir non plus ces 2 moments-là de mobilisation de la notion de misère sexuelle comme étant complètement séparés l'un de l'autre, ou comme en ayant un qui se substituerait à l'autre comme ça de manière linéaire. C'est quand même, ça se superpose. C'est des pôles qui s'entrecroisent et qui aussi s'influencent mutuellement. Il y a des héritages entre les 2. Bien sûr. Et là, est-ce que lui donne, à travers ces 2 livres, est-ce qu'il y a une définition Houellebecqienne de la misère sexuelle qui en ressort Alors disons qu'il ne mobilise pas le terme en tant que tel. C'est plutôt qu'on lui attribue extérieurement par d'autres personnages médiatiques et tout. Ça ressemble à... Mais il utilise d'autres mots, genre paupérisation, il utilise marché de la séduction, ce genre de trucs. Après, tout ce champ, on va dire, lexical, un peu économico-sexuel, qui se rapporte aussi à l'idée de misère sexuelle. Après, il y a un passage important donc dans son livre, d'ailleurs c'est la page 100, c'est vraiment le moment climax du roman, où il parle justement de cette théorie de la misère sexuelle. Alors, donc je cite Michel Houellebecq. Décidément, me disais-je, dans nos sociétés, le sexe représente bel et bien un second système de différenciation tout à fait indépendant de l'argent. Il se comporte comme un système de différenciation au moins aussi impitoyable. Les effets de ces 2 systèmes sont d'ailleurs strictement équivalents. Tout comme le libéralisme économique sans frein et pour des raisons analogues,
le libéralisme sexuel produit des phénomènes de paupérisation absolue. Certains font l'amour tous les jours, d'autres 5 ou 6 fois dans leur vie, ou jamais. Certains font l'amour avec des dizaines de femmes, d'autres avec aucune. C'est ce qu'on appelle la loi du marché. Dans un système économique où le licenciement est prohibé, chacun réussit plus ou moins à trouver sa place. Dans un système sexuel où l'adultère est prohibé, chacun réussit plus ou moins à trouver son compagnon de vie. Un système économique parfaitement libéral, certains accumulent des fortunes considérables et d'autres croupissent dans le chômage et la misère. Un système sexuel parfaitement libéral, certains ont une vie érotique variée et excitante, d'autres sont réduits à la masturbation et à la solitude. Voilà, en gros. Ok, donc ça donne une, définition, ça, en fait, on va dire. Là, c'est ça. De misère sexuelle. Ok. Et donc sa notion, elle est reprise après. Enfin, il y a des gens qui sont cette définition-là, enfin cette définition qu'on voit poindre quand même dans cette dans cette définition, voilà, la solitude, la masturbation, il n'y a pas trop de notion de rejet par les femmes. Il y a aussi ça. Il y a aussi ça aussi. En fait, c'est intéressant de voir aussi comment Houellebecq construit ses personnages masculins et féminins. D'accord. Puisque justement, tu parlais des femmes vénales, donc forcément c'était un peu moyen. Tu vas te faire envoyer paître, on va dire. Voilà, c'est ça, ok. Disons que, d'ailleurs il le dit souvent dans des entretiens, il est incapable de créer, de produire un personnage féminin substantiel. Et du coup, donc quand il y a des personnages féminins qui entrent en jeu dans ces romans, c'est vraiment c'était des espèces de stéréotypes du vu et du revu. Donc comme je t'ai dit, t'as la vieille fille, la fille vénale, t'as la quarantenaire qui se voit vieillir et qui se déteste. Enfin, c'est vraiment ça donne envie de lire, disons. Voilà, après tu le vends bien en tout cas. Mais en tout cas, je veux dire, le portrait de ces personnages masculins, il n'est pas plus reluisant, ça, c'est sûr. Ils sont aussi présentés comme des personnes vraiment médiocres. Mais par contre, ils ont droit à des formes de complexité et de nuances. Et puis surtout, c'est autour de leur expérience à eux que Houellebecq propose sa thèse, en fait, sur le libéralisme sexuel. Et comment cette notion, parce que c'est vrai qu'au tout début, on a parlé des masculinistes, et là, il y a 30 secondes, on vient parler des incels. Oui. Comment on en arrive à ces deux groupes? Enfin, c'est la même chose. Déjà, les incels et les masculinistes. Ah, mais non, c'est pas du tout la même chose, c'est pas pareil. Disons que les masculinismes, déjà, généralement, en tout cas, dans la recherche, on essaie d'en parler au pluriel. Parce que c'est plusieurs branches. Oui. Voilà, donc t'as par exemple les associations pour les droits des pères, donc ça c'est des formes de masculinisme. D'accord. T'as donc tout ce qui est Red Pill, t'en as parlé, Mal Alpha, donc ça c'est plutôt une vision très traditionnelle de la masculinité. Oui. Et puis t'en as bien d'autres, et il y a entre autres aussi les incels, donc, qui en gros c'est la contraction de involuntary celibate, donc célibataire involontaire. Et donc c'est des gens qui se plaignent de ne pas pouvoir nouer des relations affectives et sexuelles, et qui y voient en fait une responsabilité collective à leur malheur, en gros. Ok. Ah oui, carrément, tu fais porter le poids de ta tristesse sur le monde, quoi. Non, mais c'est un peu ça, tu vois, genre... Il y a l'idée que la misère sexuelle, elle est produite par une certaine organisation de la société. Ok. En tout cas, quand tu regardes les discussions, on peut complètement l'analyser comme ça, quoi. Okay. Alors, juste pour faire le pont du coup avec Michel Houellebecq. C'est un incel c'est un incel c'est ou pas un un masculiniste? Ça n'existait pas encore à l'époque. Mais en tout cas, c'est une référence importante de ces milieux-là. Ok. Pas qu'en France d'ailleurs. D'accord. Aussi beaucoup aux États-Unis. Ok. Et aussi le film aussi est très connu dans ces milieux-là. D'accord. Donc, alors, on va pas dire que Michel Houellebecq a inspiré les incels, c'est pas ça le propos. Parce qu'on lui met beaucoup sur les épaules, ou peut-être... Voilà. Mais c'est une référence importante, et aussi parce que justement, il propose quand même une vision du monde qui est assez étayée, je parle de Michel Houellebecq, et qui sert aussi, pour certains, une sorte de cadre. De support, tout ça. Et chez les incels et les masculinistes, eux, comment ils s'approprient cette notion de misère sexuelle? Parce que vu que c'est deux groupes différents et qu'on vient de voir de deux façons de se comporter, façons de penser, cadres de pensée différents, pour eux, comment ils vivent cette notion de misère sexuelle? Tu sais, je l'avais dit rapidement au début, ils tendent à donner des définitions très différentes par rapport à ce que eux vivent. Donc moi j'ai pas cherché à voir... disons que je me suis plutôt centrée à quelles causes
incombent à la misère sexuelle. Ok. Et aussi quelles solutions ils proposent. En tout cas sur le forum que j'ai étudié. Super. Allons-y, soyons foufous. Ça doit être fleuri. Ça peut être croustillant. Ouais. Premièrement, donc, en termes de causes, ce que j'ai pu analyser sur les discussions du coup de ce forum, sachant que j'ai recensé à peu près entre 4000 et 5000 conversations qui mentionnaient le terme de misère sexuelle sur ce forum. Donc c'est quand même une thématique qui est relativement importante. Quand même, ouais. Et tu as fait ton test sur combien d'années, combien de mois Alors, en gros, je me suis basée sur le site d'archivage du forum. Ouais. Qui a été créé en 2021. Donc t'as que les sources depuis 2021. Donc en plus c'est 4500 entre 2021 et l'été 2025. Ok, d'accord. Quand même, donc ça fait 4 ans. On peut imaginer que 4 ans, 4000 ou 5000 discussions où il y avait le mot misère sexuelle et après toutes les discussions qui en incombent. Donc ça me exactement. Un paquet de... Donc il y avait de quoi faire. Un paquet de conversations. Bien sûr. Et voilà, et donc dans ce que j'ai pu voir, il y a, on va dire, 3 causes principales à cette misère sexuelle, en tout cas celles qui reviennent le plus systématiquement. Premièrement, évidemment, le féminisme. Voilà. Les enragés. Mais il y a vraiment cette idée donc, sur ce forum que le féminisme serait devenu un dogme majoritaire dans la société. Que toutes les femmes seraient tellement revendicatrices. Et surtout que tout le monde y adhère, même l'État, etc. Et que en gros la société serait aménagée pour les femmes grâce au féminisme. Au détriment des hommes. Causant leur misère sexuelle. Et du coup, il y a l'idée que les femmes, elles auraient structurellement plus facilement accès à la sexualité par rapport aux hommes. Du coup, que ça les amènerait à être beaucoup plus exigeantes dans leur choix de partenaire que les hommes. Et donc, au centre de ça, il y a la théorie du 80-20%. Alors, je vais passer rapidement, c'est inspiré du théorème de Pareto. Et en gros, c'est l'idée que 80% des femmes sont attirées et ne relationneraient qu'avec 20% des hommes, qui sont les 20% les plus beaux, les plus riches, avec le meilleur statut social. Ce qui laisserait finalement les 80% restants d'hommes, donc l'écrasante majorité, à ne pouvoir relationner qu'avec les 20% de femmes les moins désirables, en gros. Et il y a vraiment cette idée de déséquilibre qui serait structurel entre les sexes. D'accord. Voilà. Et donc, bien sûr, appuyé sur des études scientifiques poussées. Bien évidemment, tu t'en doutes. Bref, c'est quand même, ça s'inscrit dans une vision qui est quand même très traditionnaliste de la sexualité, où avec cette idée que les hommes ont moins de standards que les femmes parce qu'ils auraient plus de besoins sexuels, donc ils vont plus facilement se compromettre avec des femmes qui leur plaisent pas, entre gros guillemets, juste pour avoir accès au sexe, alors que les femmes, vu qu'elles sont vues comme des êtres asexuelles quasiment, et elles, ça les amène à être beaucoup plus exigeantes. Voilà. Et donc il y a l'idée que le féminisme serait venu en fait détricoter toutes les normes, toutes les institutions qui justement permettaient de réguler ce déséquilibre naturel entre les sexes. Donc l'institution de la famille, du mariage, de l'église, qui se sont affaiblies en fait au cours du temps. Et serait venu en fait faire exploser toutes ces règles et donc c'est devenu n'importe quoi en gros. Voilà. Porte ouverte à toutes les fenêtres comme on dit. Exactement. D'accord. Ensuite il y a première raison vraiment fou. Et on s'arrête pas là. Attention, et c'est pas la meilleure. Non, c'est pas la meilleure. Il y a aussi une dimension qui est importante et je pense que c'est aussi faut y revenir, c'est la mise en cause de l'immigration. Parce que je pense qu'il faut quand même, c'est important de rappeler que les idéologies masculinistes et aussi incel sont des idéologies d'extrême droite et s'y rapportent et donc vont aussi mobiliser un vocabulaire, tout le vocabulaire de l'extrême droite. On parle de grand remplacement, de submersion migratoire, de métissage, c'est ce genre de trucs qui reviennent en fait. D'accord. Avec cette idée que une idée raciste, bien sûr, que l'homme noir serait l'archétype masculin le plus viril, parce que plus musclé, plus grand, machin, truc, et que du coup, les femmes occidentales, et notamment les femmes françaises, seraient pro-immigration, puisqu'elles voudraient faire venir en fait ces hommes plus masculins, en gros sur le territoire européen. Mais
Voilà, et donc il y a cette idée, c'est évidemment des fois des visions qui sont aussi complotistes, de les femmes, l'idée que les femmes seraient aussi plus à gauche, plus pro-immigration, plus antiracistes que les hommes, parce qu'elles auraient cet intérêt-là en fait, à être, à pouvoir relationner. Nous sommes dirigés par nos pulsions, nos bas instincts, d'accord. Et en fait, j'avais jamais entendu, c'est... D'accord. Oui, pourquoi pas. Voilà. En fait, je pense que c'est vraiment intéressant de voir aussi comment donc, ce type de panique morale autour de la sexualité, elle recoupe aussi très souvent les questions de race, en fait. Et ça, d'un point de vue historique aussi, c'est super intéressant à analyser. Quand tu vois par exemple les paniques morales autour de la traite des blanches au début du XXe siècle, où il y avait cette peur que les femmes blanches soient kidnappées et prostituées dans des pays non occidentaux, etc. C'est toujours cette peur cette crainte masculine en fait, occidentale, du métissage, de mélange. De dilution en fait de Oui. Exactement, et qui se base aussi sur, comme je t'ai dit, des stéréotypes vraiment proprement racistes, quoi. Ok, d'accord. Mais ça, c'est un truc que tu peux tracer dans l'histoire, c'est un peu une théorie racialiste, tu sais, tu vois, quand on classait, tu vois, les hommes en fonction de leur origine raciale, entre guillemets, donc toi tu es plus comme ci parce que tu viens de tel pays, de telle ethnie, ou un truc comme ça, on peut retracer cette espèce d'attrait, d'intérêt des femmes blanches, ou que l'homme noir serait plus viril dans l'histoire, tout ça, ou c'est une espèce d'invention, d'où ça, les mecs ils sont... Non, il n'y a pas de recherche qui peuvent attester ça. Alors, remontant dans le temps... Non, c'est quand même des visions suprémacistes. Oui, voilà, c'est ça. Donc, c'est juste parce que l'homme est tel qu'il est, il est différent, donc il faut bien lui trouver des tares pour justifier son racisme. D'accord. Voilà. Très bien, tout simplement. Et ensuite, très rapidement encore, une des dernières causes... Est-ce qu'elle est meilleure que toutes les autres ou... Je pense, elle peut pas être pire parce qu'elles sont toutes quand même assez questionnables, mais piquer des verres. C'est, on va dire, les causes génétiques à la misère sexuelle. Ok. Donc il faut aussi savoir que les idéologies incel sont aussi beaucoup inspirées par la psychologie évolutionniste. Okay. Donc avec toute l'idée de l'évolution de l'espèce humaine, etc. Et donc qui les pousse à considérer que les hommes, entre guillemets, moches, entre guillemets, seraient programmés génétiquement pour repousser les femmes. D'accord. Pour pas qu'elles puissent se reproduire avec en gros les moins bons éléments de l'espèce. Voilà. Pour faire perdurer une race solide, quoi. Meilleure, entre guillemets. Et du coup, c'est ça, je dirais que c'est quand même la vision la plus fataliste, parce qu'en fait, il n'y a rien à faire finalement. Oui, c'est ça, les mecs ils peuvent pas se... C'est vraiment un déterminisme biologique contre lequel tu ne peux rien faire. Ok. Voilà. Et c'est vrai que c'est aussi proche d'arguments eugénistes. Oui, forcément. Oui. Voilà. Et il y a des solutions pour pallier à ces trois... oulala, ça doit être... foison de solutions. Pas manqué, Et alors, disons qu'il y en a sur 2 niveaux. Ouais. Disons qu'il y a des solutions qui s'envisagent d'un point de vue individuel. Ouais. Donc plutôt sur l'idée de développement personnel. Par exemple, améliorer sa forme physique, son style vestimentaire, être quelqu'un de plus ouvert, de plus curieux, de plus passionné. Enfin, tu vois, c'est vraiment l'idée de devenir entre guillemets une meilleure personne. L'idée aussi parfois de modifier son apparence. Oui. Y a aussi, pour plaire plus et puis pour attraper, attirer. Exactement, il y a des discussions autour de certaines opérations de médecine esthétique, comme la greffe des cheveux contre la calvitie. Enfin, tu vois, ce genre de choses. Et puis, il y a aussi des solutions qui sont envisagées beaucoup plus collectivement et qui font du coup de l'idéologie, des discours incel, quand même des discours qui ont une portée politique, qui portent quand même un projet. Et c'est des solutions qui sont plus ou moins précises. Ça va, on va dire, un peu d'un appel à un retour à un cadre familial plus traditionnel, par exemple le retour de l'union arrangée, par exemple. Ok. Et sinon à des choses beaucoup plus précises et étayées,
comme par exemple l'appel au pouvoir public pour une sorte de mise en place de forme de remboursement d'actes sexuels. Et donc par exemple, j'ai vu des discussions où des personnes disaient oui, l'État devrait rembourser par exemple des passes à hauteur de 2 passes par mois à telle personne afin que tout le monde puisse avoir accès à la sexualité. Voilà. Et c'est en effet particulier, mais c'est aussi... Oui. C'est aussi des questions qui se retrouvent dans d'autres champs. Oui, oui. J'y pensais, tu sais, les personnes handicapées. Enfin, alors c'est quoi ? C'est en Suisse où tu as des praticiens qui viennent te faire des massages. C'est interdit en France, mais c'est une profession qui est OK en Belgique et en Suisse, je crois, où tu as des gens qui viennent à domicile. C'est payé par les... Il y avait un reportage où c'était payé par les parents d'un jeune homme qui était... je sais pas, en fauteuil ou voilà, et en gros c'était contre des caresses, des massages, enfin on part du principe dans l'idée que même les personnes handicapées ont le droit à avoir une sexualité épanouie, et donc du coup c'est pas des gens qui sont considérés comme des travailleurs du sexe, mais comme des... c'est pas une maladie, un professionnel de santé non plus, mais c'est un peu entre les deux. En fait, c'est entre les deux, entre le professionnel de santé et le travailleur du sexe. En tout cas, c'est des questionnements qui existent. Ouais. Et comme tu as dit, t'as parlé des personnes en situation de handicap, mais c'est aussi pour les personnes en situation d'enfermement que ces questions se posent, avec des formes, que ce soit donc, de l'appel à des travailleurs du sexe, ou aussi à des bénévoles aussi. Il y a des réflexions autour de ça. Aussi de formes d'éducation à la sexualité pour ces personnes dans ces situations. Donc voilà, c'est des réflexions qui existent et qui sont pas toutes à écarter. Mais en tout cas chez les incels, on retrouve aussi ce genre de considération. On considère que l'État a un rôle dans ce phénomène qui est la misère sexuelle et qui toucherait une majorité d'hommes en fait. Une majorité d'hommes, d'accord. En tout cas, une grande partie. Une grande partie d'hommes. Et hors les discours suprémacistes, etc., est-ce que tu as pu assister aussi à des discours hyper, tu sais, qui tireraient vers le terrorisme ou de violence vis-à-vis des femmes ? Non. Non, attends. Non. Ou alors c'est bien... En vrai, très honnêtement, pas du tout. En tout cas, pas sur ce forum-là. Oui. Et d'ailleurs, je pense que c'est aussi important d'en parler, là, maintenant qu'on peut. Je pense qu'il faut pas... trop sensationnaliser ces sphères-là. Donc oui, il y a eu des actes terroristes, ça existe. Polytechnique par exemple, à Montréal dans les années où c'était que des femmes, c'était pas Polytechnique, c'était c'est ça. C'était que des femmes qui ont été une tuées. Il me semble qu'en tout, j'ai plus le chiffre en tête, mais ça doit être peut-être 14 ou 16 attentats en tout qui ont été revendiqués par ce type de personnes. Okay. Donc ça existe, mais force est de constater que c'est pas la majorité des gens, en tout cas de ce forum-là, qui passent à l'acte, qui vont jusqu'à la haine vraiment. Oui, parce que c'est vrai que quand on parle des incels, quand on parle des masculinistes, en plus en ce moment les masculinistes, enfin surtout les réseaux sociaux, on les voit, c'est misogyne, c'est rabaisser les femmes, la place de la femme à la cuisine un petit peu aussi, les gens connaissent ce même, voilà. Mais c'est vrai que les incels, on a plus une image médiatique de la haine profonde des femmes. Tu vois, c'est plus de ce point de vue-là qu'on en parle. Et je pense que c'est pas forcément de cette manière qu'on appréhendra le mieux le phénomène, à mon avis. Puisque, donc, comme je t'ai dit, ce risque existe, mais ne représente pas la majorité des cas. Et en France, il y a assez peu d'études sur ces sphères-là et sur ces membres. Mais il y a une étude assez récente anglo-saxonne, il me semble. D'accord. Sur à peu près 500 individus se revendiquant incel. Donc c'est quand même déjà quelque chose une bonne base pour étudier le phénomène, on va dire. Et ce qui était, on va dire, le plus alarmant, c'est qu'il y avait une surreprésentation des personnes avec des idées suicidaires dans ces sphères-là. Et donc c'est quand même fondamentalement aussi des problèmes de santé mentale, une grosse détresse, un isolement affectif. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'ai retrouvé sur le forum, c'est des gens qui parlent aussi de grande précarité, du fait de ne pas pouvoir s'insérer dans le monde du travail, d'être seul, de ne pas avoir d'amis, de connaître ces formes de rejet, aussi évidemment de harcèlement, de traumatisme, toutes ces choses-là. Et donc il y a quand même un vrai enjeu autour de cette idée de santé mentale, et que c'est avant tout des menaces pour eux-mêmes.
que pour le reste des gens. Voilà, sans, encore une fois, sans minimiser ou exactement. amoindrir Voilà, mais je pense que le traitement sensationnaliste de ces sphères-là n'est pas forcément, pas efficace ou suffisant, quoi. Ouais. Je pense. Ok. Voilà. Et est-ce que par exemple sur le forum, les archives de ce forum entre 2021 et 2025, parce qu'on sait le rôle d'internet dans la diffusion d'idées, etc. Je sais pas si c'est un phénomène que tu as pu appréhender dans tes recherches, mais par exemple juste sur la consultation de ce forum, est-ce qu'il y a une augmentation des sujets? C'est stable? Tu as plus de contributeurs? Enfin, est-ce que c'est quelque chose que tu as pu... Ça, j'avoue que j'ai pas pu mesurer. Pareil, je me rappelle plus du nombre de visiteurs journaliers sur ce forum. Je sais pas si c'est pas 30 000 ou quelque chose comme ça. Ok, ça ouais. peut-être beaucoup. Faudrait peut-être fact-checker. Ouais, je mettrai une petite note dans l'article qui te sera dédié. Donc ça, c'est quand on retrouvera le... mais en tout cas, par rapport à, on va dire, la diffusion sur d'autres endroits d'internet, c'est vrai que c'est aussi quelque chose que j'ai pu observer, dans le sens où ces discussions autour de la misère sexuelle, issues des théories et des réflexions incel, ne se cantonnent pas à des forums marginaux au fin fond du confort d'internet. Et même au contraire, elles apparaissent donc de plus en plus, et d'ailleurs je pense qu'on a toutes et tous observé, que voilà, on en parle maintenant sur TikTok, sur YouTube, sur Twitter, enfin à peu près partout. Et ce que j'ai pu observer, notamment par exemple sur YouTube, c'est que les vidéos qui parlent de misère sexuelle, très souvent, renvoie vers des formations payantes, des espèces de coaching en masculinité, ce genre de trucs. Voilà. Qui va vous faire trouver l'amour et tout ça. Ouais. Exactement. Et en fait, ce que j'ai pu observer, c'est que du coup, cette thématique devient aussi une sorte de débouché économique pour des influenceurs. Okay. Et alors, bon, déjà, c'est assez désolant, mais en plus, ça participe du coup à diffuser cette thématique-là chez des gens qui peut-être connaissent pas vraiment les tenants et les aboutissants. Qui est derrière aussi, surtout, ouais. Enfin bref, ouais, et c'est vrai que de fait ça se propage en effet à l'extérieur de ces forums. Après, c'est compliqué aussi de savoir quel poids ça a, à quel point ça influence les jeunes, ça influence les gens. Ça, c'est quelque chose que moi j'ai pas pu vraiment analyser dans ma recherche. Et c'est vrai que ce serait intéressant de le faire, mais pour l'instant on n'a pas les réponses à ça. Ouais. C'est quand même très égocentré, cette notion de misère sexuelle, parce qu'on peut pas imaginer qu'une femme, de toute façon si on part du principe comme tu le disais que les femmes de toute façon on peut choper comme on veut, voilà, pourquoi les femmes se retrouveraient dans une misère sexuelle en fait, c'est à aucun moment c'est considéré ou... Je trouve au-delà de ça, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que les femmes aussi n'ont pas cherché ont plutôt critiqué la notion, et à juste titre, plutôt que essayer de l'appliquer pour leur expérience à elles. Après, on avait des gros doses quand même à gérer, voilà. Comme tu le disais, je veux dire, le droit à l'avortement, puis même encore défendre les droits les plus basiques sur les agressions sexuelles, sur le harcèlement sexuel. Enfin, je veux dire, en tant que femme, on est encore en plein, dedans, quoi. T'as pas une journée où t'as pas un mec qui... Je pense que c'est aussi beaucoup relié à des représentations genrées de la sexualité de manière plus globale, en fait. Dans le sens où, une sexualité liée à la performance, à la pulsion, elle va être plutôt... au rythme et à la fréquence de partenaires et tout ça. À la puissance, elle va être associée au vécu masculin, et donc à une socialisation masculine de cette sexualité-là. Et que du coup, ça peut davantage créer de frustration, de sentiment de ne pas être à la hauteur, et donc de ressentiment, et donc de sorte de mobilisation politique autour de ces questions. Alors que c'est perçu par une femme, ça serait pas du tout, parce qu'on n'a pas cette pression, on va dire, c'est aussi un fait de société. Ça joue aussi de voilà, cette manière, quoi. Et ce qui fait qu'on va moins se sentir complètement désœuvré à l'idée de ne pas avoir accès à la sexualité. Et par exemple, il y a aussi des enquêtes quantitatives sur la sexualité qui ont été menées en France. La plus récente, elle est sortie en 2024. Et alors c'est pas des sondages, c'est vraiment des enquêtes qui sont sur des gros échantillons, là c'était plus de 30 000 personnes, qui a montré par exemple que il y avait pratiquement autant d'hommes que de femmes qui avaient par exemple une fréquence basse de rapports sexuels, mais les hommes en étaient beaucoup moins satisfaits que les femmes qui étaient visiblement plutôt ok avec l'idée à ce moment-là de pas avoir de relations sexuelles. Alors que les hommes ça crée plus de frustration, tu vas dire. Voilà,
vu qu'il y a plus d'attendus, il y a aussi plus d'attentes. C'est ça. Voilà. Plus de pression sur eux, plus de... Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris dans ta recherche, un moment, un élément, je sais pas, quelque chose auquel tu t'attendais pas quand t'as commencé à explorer? Bah en vrai il y a plein de choses. Ouais. Moi j'avoue que toute cette partie historique sur la lutte anti-viol, la lutte féministe anti-viol, je m'attendais pas à autant de sources qui me permettraient de voir à quel point la notion de misère sexuelle, très tôt, elle a été contestée par les féministes. Voilà, j'ai pu voir, donc, comme je t'ai dit, des revues qui en parlaient, des manifestes, j'ai vu aussi des photos de pancartes aussi, donc, et j'ai trouvé ça super intéressant et je m'y attendais pas. Et pour le coup, je pensais pas aussi que ça allait représenter tout un chapitre de mon mémoire. Ouais. C'était une première surprise. Et après, je pense une autre surprise, c'est aussi, comment dire, j'avais beaucoup d'idées préconçues sur ce sujet, sur les idéologies, la manière dont on parlait de la misère sexuelle. Et je pense que c'est quelque chose qui a aussi pris en nuance, et je pense que c'est normal. Bien sûr, quand tu te nourris de connaissances, forcément ta perception... Tu lisses ta perception. Change, exactement. Et puis, je sais pas si tu as pu voir, mais c'est vrai que j'ai aussi mené un entretien avec un chercheur, j'en ai parlé au tout début, Alain Giamy, qui avait écrit un article sur la misère sexuelle, et je lui avais demandé à l'époque c'était il n'y a pas si longtemps, comment lui il avait appréhendé l'utilisation de cette notion, et surtout comment il voyait les réappropriations qu'il y avait aujourd'hui. Et en fait, il n'a pas très bien compris ma demande, je pense. Et du coup, après, je pense que c'est aussi complètement de ma faute parce que je n'avais pas très bien contextualisé. Et voilà, je saurais aussi dans le futur qu'il faut faire gaffe. Quand tu te lances pour mener aussi une interview, c'est pas quelque chose de... Voilà, c'est pas quelque chose d'inné. Tu peux... Voilà. Et du coup, il m'a dit quelque chose qui, je pense, m'a marqué. C'était que c'est pas parce qu'il y a des gens qui en font un phénomène, qui en font en tout cas des discours et des théories qui sont racistes, qui sont sexistes, qui sont misogynes, que ça ne recouvre pas quand même des formes aussi de réalité, des choses qui se passent. Dans le sens où, lui, il m'a dit que maintenant, il n'utilisait plus la notion de misère sexuelle, il parle plutôt de justice sexuelle. Justice sexuelle, d'accord. Voilà, qui permet de penser en fait les inégalités d'accès à la sexualité, à une sexualité notamment safe, qui s'exerce donc dans des conditions par exemple de bonne santé, sans coercition, avec aussi une dimension de plaisir, d'épanouissement. Donc c'est quand même des questions qui sont intéressantes et surtout pour lesquelles les incels n'ont pas le monopole en fait. Et je pense que c'est ça qui on en a parlé, voilà, c'est ça, il y a plein d'autres champs qui... Et pas que, je veux dire, des personnes en situation de handicap ou quoi, mais aussi l'idée que tous les corps ne sont pas désirés de la même manière, que c'est situé socialement, et que malgré tout le monde pourrait avoir accès à une sexualité épanouie. En tout cas, on peut ouvrir la discussion là-dessus et surtout dans une perspective féministe, et pas se contenter de dire comme ça peut parfois être fait dans certains médias, en disant la misère sexuelle n'existe pas, en essayant de balayer en fait, alors que oui, évidemment qu'il y a des discours misogynes qu'il faut condamner et qu'il faut combattre, mais ça ouvre aussi d'autres questions que je pense qu'il faut pas, il faut aussi s'y attarder un peu quoi. Bien sûr. En tout cas dans une perspective féministe de justice sexuelle. Je trouve que c'est intéressant. C'est pas mal comme concept, à creuser en plus. T'as eu d'autres difficultés pendant ta recherche ou ça s'est plutôt globalement bien passé? En vrai ça s'est bien passé globalement. Petite galère de temps quand même. J'étais pas en master de recherche, mon année n'était pas structurée autour du mémoire, donc c'est un truc que j'ai fait quand même, que j'ai dû faire assez rapidement et intensément sur quelques mois. Donc, voilà. Parce que tu avais prévu, tu voulais participer, tenter le prix du mémooire de Sciences Po, ou non, à la base tu t'es dit je vais rédiger, parce que je crois que vous avez deux choix, c'est pas forcément un mémoire, c'est un état... Attends, tu m'arrêtes, un état de l'art ou un mémoire. Oui, c'est quelque chose comme ça. En gros, c'est facultatif, t'es pas obligé de faire un mémoire. Et de base, je pensais pas non plus m'encombrer avec ce truc à faire parce que c'est quand même un travail. Mais c'est vrai que du coup, le sujet m'a plu. Intéressé, donc du coup, tu t'es lancée dedans, quoi. Et j'avais aussi une très bonne encadrante qui m'a aussi bien motivée et m'a encouragée sur la pertinence du sujet. Et du coup, j'étais en mode ça vaut le coup. J'y vais, j'ai envie de creuser, c'est trop cool. J'ai envie de creuser, et en plus, c'est super cool aussi d'avoir reçu ce prix-là, quoi. Oui, que ça peut intéresser.
Et ça va être publié donc aux éditions Libelle. Ouais. D'ici, ça prend 1 an en règle générale. Ouais, il y a un petit peu de délai, mais bon, quand ça sera publié, je mettrai l'info sur les réseaux sociaux du Dazibao pour que les gens puissent aller acheter et lire. Non, mais c'est un super beau mémoire, il est super bien écrit. T'as une belle plume, donc franchement, il faut. Voilà, et puis comme ça permet de creuser un sujet qu'on connaît pas forcément. Ouais. Est-ce que pendant ta recherche, tu as croisé, on en a parlé un petit peu, mais tu as croisé d'autres sujets que tu aurais aimé pouvoir traiter? Il y a des idées de sujets, mais du coup... Tu les gardes pour toi, d'accord. Non, mais je en parle avec plaisir, mais du coup, c'est aussi un peu l'objet de mon mémoire de M2 là, que j'ai commencé aussi cette année. Et du coup, c'est aussi toute la dimension médicale. Okay. Alors, c'est plus seulement sur l'idée de misère sexuelle, mais c'est aussi donc cette période des années 60, 70, 80, où je m'intéresse un peu au rapport entre les militants de la révolution sexuelle et les professionnels de santé qui, au même moment, vont aussi essayer de s'approprier ces thématiques de sexualité et voilà, de voir un peu comment le pouvoir médical, qu'est-ce qu'il fait de ces questions sexualité et comment il les traite, et notamment comment on parle de sujets, on va dire, quand même radicaux, révolutionnaires, on parle de misère sexuelle, alors que par exemple dans la sexologie clinique qui se développe aussi à ce moment-là, on parle plutôt de pathologie, de mésentente conjugale, voilà, tu vois, ce genre de trucs, et c'est un peu voir en fait comment différents acteurs appréhendent les difficultés sexuelles, quoi. Ok, d'accord. Et donc en ce moment là, tu fais quoi? T'es en M2? Oui. T'es toujours à Sciences Po Lyon, non? Non, du coup je suis partie. Ah là là, elle est partie. Je suis du coup à Paris 1, à la Sorbonne, dans un master de recherche, études sur le genre avec un parcours histoire. Du coup. Super. Trop chouette. Donc voilà, c'est en fait un peu la continuité, quoi. Oui, bien sûr, du truc. Et du coup, j'aimerais bien plus tard, en effet, présenter un projet de thèse. Trop chouette. Et voilà, quoi. Ok, donc là, t'es en pleine rédaction de ton mémoire de recherche. Alors, j'avais envie de prendre mon temps, et du coup, je fais ce Master 2 sur 2 ans. Trop chouette, Donc, pour déjà avoir un peu plus de temps. Pour étaler, voilà. Étaler un peu, puis j'ai aussi, du coup, là, l'occasion de faire un stage. Qui vient de se finir, un stage en recherche dans un labo de démographie. Oui. Donc voilà. Ok, donc perspective de continuer la recherche dans un doctorat. J'aimerais bien, Ça serait... Bon, c'est tout ce qu'on te souhaite. Bah voilà, on touche du bois. Ouais. Et parce que c'est quand même pas facile. Pas facile. Ah oui. Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, comme on dit. Oui. Et voilà, donc on verra comment ça se passe. En tout cas, c'est le projet actuellement. Ok, super. Est-ce que tu aurais des derniers conseils, soyons fous, à donner à des auditeurs qui, là, vont pas tarder à se lancer dans la rédaction d'un mémoire pour bien vivre cette période, pour supporter la pression, pour gagner le prix du mémoire de Sciences Po Lyon l'année prochaine et venir sur le Dazibao? C'est tout ce qu'on leur souhaite. Oui, je pense pas être vraiment la mieux placée pour donner des conseils, parce que je suis quand même... je peux être un peu angoissée et voilà, et donc un peu dans le rush, ce genre de trucs. Alors en termes de méthode, je sais pas, mais peut-être en termes de posture, mais je pense que c'est un truc assez bateau que n'importe quel chercheur peut dire, mais je pense que c'est important de toujours être dans cette idée de doute, de pas avoir des idées toutes faites et de pas chercher à les affirmer dans ta recherche. C'est pas le but. L'idée, c'est pas de prouver quelque chose, parce que finalement, si ça s'avère être faux, si ton hypothèse se vérifie pas, ça veut quand même dire quelque chose, et c'est quand même important, et ça vaut le coup de mener le truc. Donc voilà. Adopter une certaine neutralité aussi, même si on a toujours des biais. En tout cas, une ouverture. Une ouverture d'esprit, pas neutralité parce que c'est compliqué, pas ça, parce mais que une ouverture sur le sujet. C'est très critiqué maintenant de dire il faut être objectif. En fait, non, parce que c'est pas facile. On peut pas l'être, tu vois, c'est pas vraiment ça. Mais voilà. Ok. Super, merci beaucoup d'être venu nous parler de ton mémoire. Avec plaisir. C'était vraiment hyper intéressant. Je te souhaite le meilleur pour la suite, bien évidemment. Merci. Et puis, si tu as envie de venir nous parler de ton mémoire de recherche, je t'accueillerai avec grand plaisir. Ça me fera plaisir de voir la suite des événements de ton parcours. Et puis, écoute, je te dis à très bientôt. Et merci, puis avec plaisir, j'y penserai. À bientôt, bye bye. À bientôt. Of
of our love,